Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Cette histoire est l'une des pires qui m'ait été donnée de raconter. Je vous conseille de vous poser bien confortablement parce que je pense que vous n'êtes pas prêts à découvrir le fin mot de cette histoire. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 37. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je suis une jeune adulte de 21 ans et je vis actuellement chez mes parents dû à mes études. Vous vous demandez sûrement comment je m'appelle et c'est plutôt logique. J'ai un prénom japonais plutôt commun. J'ai reçu le nom d'Akemi qui signifie tout simplement beauté naissante. Mon père avait toujours rêvé d'avoir une petite fille portant ce prénom. Et quand mes parents ont su que je serais une petite fille, aucun doute ne survolait l'esprit de mon père. Je serai Akemi. Travailler dans le domaine de la médecine a toujours fait partie de mes plus grandes volontés. Malheureusement, les études pour pouvoir travailler dans ce type d'activité sont plutôt longues et la plupart des élèves terminent leurs études entre 27 et 30 ans. Par chance, mes parents m'ont toujours autorisé à rester vivre chez eux le temps que je termine mes études. Il faut savoir que beaucoup d'enfants de japonais doivent prendre leur envol bien plus tôt. Nous devons d'être indépendants le plus vite possible et de rester autonomes pour le restant de notre vie. Rares sont les personnes de mon âge à vivre encore chez leurs parents. J'ai travaillé souvent le soir, ayant des devoirs astronomiques à effectuer. Je finissais toujours ceci entre 3 et 4 heures du matin selon ma vitesse. Le plus souvent, nous devions travailler sur des thèses ou des mémoires qui étaient notées et déterminants pour notre avenir. Ce soir-là, je travaillais encore une fois assez tard sur mon ordinateur. La nuit était déjà tombée depuis plusieurs heures. J'étais très concentrée quand j'ai entendu mon nom. Instinctivement, j'ai tourné la tête vers la provenance de la voix. « Oh, maman! Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-ci » Tu travailles encore? Oui, je dois terminer ce rapport pour demain. Ma chérie, tu travailles beaucoup trop. Tiens, j'ai fait ces petits cookies. Prends-en quelques-uns pendant que tu finis ça. Ma mère a posé une assiette remplie de cookies sur mon bureau. Elle était toujours très attentionnée envers moi et s'inquiétait souvent de ma santé à cause de la charge de travail. Elle me reprochait, et seulement de façon bienveillante, le fait que je travaillais beaucoup trop, que je devais penser à me reposer un peu de temps en temps. J'aurais aimé pouvoir la rassurer et lui dire que c'était le cas, mais avec tout le boulot qu'on nous donnait à faire, c'était impossible d'avoir une seule minute de détente. Pour lui faire plaisir, je me suis stoppée quelques minutes en dérivant mon regard vers elle. J'ai pris un petit gâteau et je l'ai porté à ma bouche. Waouh, merci maman. J'ai pris ma première bouchée. Ils étaient tout simplement exquis. Ma mère était une très bonne cuisinière et nous gâtait toujours mon père et moi en viennoiseries et pâtisseries diverses. Tes cookies sont vraiment les meilleurs. Je savourais ce petit gâteau de façon lente pour profiter un maximum du goût. Mon père, lui aussi, travaillait très tard et rentrait souvent aux alentours de 20h, 21h. Actuellement, l'heure de son arrivée était déjà dépassée depuis un petit moment. Alors j'ai demandé, « Papa n'est toujours pas rentré ?» Ah, je ne t'ai pas dit? Ton père est parti en voyage d'affaires aujourd'hui. Il sera de retour dans quelques jours. Oh, d'accord. Il s'est passé quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, et pour vous dire, je me souviens très bien de l'année à laquelle ça s'est produit. C'était en 2013. Depuis des années, j'exerce le métier de chauffeur de taxi. Je tombe sur toutes sortes de clients, des bavards, des plus renfermés, des aimables, des antisociaux, des pressés, ou bien des zen, et même parfois, des gens un peu plus atypiques. Lorsque je tombe sur le genre de client qui fait partie de cette dernière catégorie, je ne mens pas en disant que je prie pour que j'arrive à destination le plus vite possible. Je sais parfaitement bien qu'il ne faut pas juger les gens sur une première impression, mais quand on est dans le métier depuis pas mal d'années, on apprend très rapidement à reconnaître les catégories de clients, et qui peut être potentiellement dangereux ou non. Évidemment, je ne fais aucune discrimination, et peu importe le profil du client, je suis là pour rendre service et conduire les gens d'un point A à un point B. Mon job c'est ça, ce n'est pas de juger. Donc je fais l'impasse autant que possible. Malgré tout, dans mon caractère, je suis toujours poli et avenant. J'essaye toujours de faire la conversation,
Et parfois, avec des clients qui peuvent sembler froids ou fermés, le fait de prendre l'initiative de converser peut s'avérer être utile, et cela apaise l'atmosphère de façon magique et rapide. Ce soir-là, je ramenais un jeune chez lui. Le voyage s'était très bien passé. Nous avions discuté un peu le temps de la route, et une fois qu'il est sorti de la voiture, je lui ai dit de faire attention à lui, puisque la nuit était déjà tombée. Une fois que je m'assurais que le jeune homme était bien rentré à domicile, j'ai repris la route dans mon véhicule. Il était approximativement 1h du matin, tandis que je me dirigeais vers la station de Tokyo. J'avais du mal à trouver des clients autour des quartiers résidentiels, et parfois il fallait que je roule pas mal de temps avant d'avoir la chance de tomber sur un client en recherche d'un taxi. Le plus souvent, c'est vers la station de Tokyo que j'avais le plus de chances d'en trouver. Soudainement, tandis que je roulais doucement sur la route, une jeune fille, valise à la main, m'a fait signe. Je me suis donc arrêté à son niveau, et elle s'est penchée vers la fenêtre ouverte de la voiture. Bonsoir, est-ce que ce taxi est disponible? Bonsoir mademoiselle, bien entendu. J'ai une grosse valise avec moi, est-ce que ça vous dérangerait d'ouvrir le coffre pour moi? Non, aucun souci, laissez-moi le temps de sortir de la voiture et je range votre valise dans le coffre. Je suis donc sorti de la voiture, j'ai déposé sa valise dans le coffre du taxi, et je suis retourné sur le siège conducteur. Tandis que j'attachais ma ceinture de sécurité, j'ai demandé à la jeune fille. Où est-ce que je dois vous déposer? Je vais au 154 0016 Setagaya City. Tokyo est une ville immense, et malgré mes années dans ce métier, je ne pouvais pas connaître chaque recoin de celle-ci par cœur. Heureusement que les GPS existaient déjà en 2013. Et j'ai donc commencé à entrer le nom de la rue que cette jeune fille m'avait annoncé, de façon concentrée sur le pavé tactile du GPS. Setagaya 154-0016. Une fois l'adresse entrée, j'ai démarré la voiture. Comme je l'ai précisé avant, j'ai toujours été une personne avenante et communicative, et j'ai donc décidé d'entamer une conversation avec cette jeune fille présente dans la voiture. Vous rentrez d'un voyage? Je reviens de France, j'y étudie. Oh d'accord, vous étudiez là-bas depuis longtemps? Environ 5 mois. Je suis des cours de médecine, mais j'ai décidé de revenir ici pour un petit séjour, parce que je suis en vacances. La jeune fille semblait être le genre de personne qui adorait discuter. Et ça arrivait souvent d'ailleurs que les clients très silencieux au premier abord finissent par blablater et montrer leur vraie personnalité extravertie et bavarde juste en leur posant une question. Cette catégorie de clients était selon moi la meilleure. Alors vous allez trouver un emploi là-bas? En soi, c'est pas un mal, l'économie ici est vraiment pas terrible. Comme j'adorais discuter de tout et n'importe quoi avec mes clients, j'ai pris la décision de commencer à faire la conversation avec elle en lui posant toutes sortes de questions. Peu importe l'endroit, c'est compliqué de trouver un travail tout court. J'aimerais juste rentrer chez moi et voir mon père pour l'instant. Votre père est le seul qui vous manque? Votre mère doit être triste, non? Tout ce qui compte pour ma belle-mère, c'est l'argent de toute façon. À ce moment précis, j'ai senti que j'avais touché un point sensible. Je m'en suis rendu compte à sa réponse directe. J'ai directement changé de sujet afin de ne créer aucun froid entre la cliente et moi. Par chance, nous arrivions à une station de métro où il s'était passé des choses quelque peu étranges. C'était le timing parfait pour changer de sujet. Oh, il y a la station Kisaragi là-bas. Vous avez entendu parler de cette histoire à propos du fantôme de cette station? Bien sûr, tout le monde en a parlé sur internet. C'était complètement dingue. Ah, je ne pensais pas que vous en auriez entendu parler puisque vous étiez parti en France. Vous savez, ils ont aussi internet en France. D'ailleurs, toute cette histoire est complètement inventée. Ce n'était même pas effrayant. L'auteur de cette légende urbaine essaie toujours de monter en popularité avec des trucs pour effrayer les gens, mais la plupart du temps, c'est cheap. Mais n'est-ce pas là toute la logique de l'horreur? Vous voulez vraiment savoir ce que c'est le véritable sens du mot horreur? Si vous l'avez, je vous écoute avec plaisir. Très bien. Dans le quartier où je vis en France, il y a un jeu qui est vraiment populaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fantôme qui frappe au mur? C'est ce jeu où vous invoquez un fantôme et vous pouvez lui demander des trucs. J'ai essayé d'y jouer avec une amie quand j'étais plus jeune et ça a vraiment marché. Alors si je comprends bien, c'est un peu comme de la voyance ou quelque chose comme ça? Le jeu est simple. Dans une salle de classe ou n'importe quelle autre pièce, vous devez toquer contre le mur jusqu'à ce que vous ayez fait un tour complet de la pièce. Pendant que vous faites le tour en toquant le mur, vous trouverez l'endroit qui est vide et ça fait un bruit assez... Comment je pourrais le dire? Brut? Oui, voilà, brut. Donc ça fait ce bruit-là quand vous frappez le mur. C'est là où se trouve l'esprit piégé. Si vous vous tenez devant cet endroit avec votre ami, que vous posez une question pendant que vous tenez un crayon contre le mur et que vous le laissez ensuite tomber,
Le crayon va alors tomber et faire face soit à vous, soit à votre ami. Par exemple, si vous demandez quelque chose comme « Oh, esprit dans le mur, qui d'entre nous va avoir un petit ami en premier ?» Il va pointer la personne qui en aura un en premier. Wow. Et donc qui a-t-il désigné qui trouverait son petit ami en premier? Moi. Et ça a marché en fait. Mais nous avons cassé peu de temps après. Ce que cette jeune fille racontait était tout simplement incroyable. Je ne savais pas vraiment si je pouvais croire à tout ça. Je ne croyais pas vraiment au paranormal, ou tout autre jeu dans ce style-là. Mais elle avait l'air tellement passionnée par son récit que je me suis pris au jeu, et je l'ai laissé continuer. D'abord, nous avons juste posé des questions idiotes comme celle du petit ami. Mais on a soudainement commencé à avoir peur. Alors, on lui a posé des questions sur la vie et la mort, comme « Qui d'entre nous va mourir en premier ?» Qui va mourir en premier? Et encore une fois, c'était moi. C'est un peu effrayant. Alors ce fantôme qui frappe au mur désigne simplement une personne et c'est tout? Il ne donne aucun détail? Pour des réponses plus détaillées, vous écrivez quelques réponses aux questions que vous voulez demander sur une feuille de papier et vous la laissez par terre. À ce moment, la question était « Comment vais-je mourir ?» On a écrit des choses comme maladie, accident de voiture, mort naturelle, etc. sous forme de questions. Ah, je vois. Je suis avec vous dans la voiture, donc j'espère vraiment que la réponse n'était pas un accident de voiture. Non, c'était pas ça. Et puis soudainement, tout était devenu incroyablement silencieux dans la voiture, tandis que celle-ci roulait toujours. C'était comme si son histoire n'était pas terminée, mais qu'elle s'était arrêtée juste avant la fin. Je me sentais quelque peu mal à l'aise face à ce silence intense. Après avoir subi celui-ci pendant approximativement 1 minute, qui m'a évidemment semblé être une éternité, j'ai cassé ce silence écrasant, d'un ton hésitant. Alors, qu'est-ce que ça a dit? Puis d'un ton sans émotion, elle a répondu par un simple mot. Meurtre. Un frisson a parcouru mon corps à cet instant. Ce changement de ton m'a fait complètement flipper. Mais j'étais au volant de la voiture. Je ne pouvais pas me permettre de me faire déstabiliser. Comme elle racontait son histoire de façon amusante depuis le début, j'ai moi aussi décidé d'en rire. Oh, c'est effrayant. Oh la vache. Regardez, nous sommes arrivés. Vous vivez dans l'un de ces bâtiments, pas vrai? Tandis que je ralentissais la cadence de la voiture, j'ai attendu la réponse de la jeune fille, mais elle ne répondit pas. Mademoiselle? J'ai regardé dans le rétroviseur intérieur de la voiture et... Hein? Je me suis retourné en vitesse pour enfin me rendre compte qu'il n'y avait plus personne. J'étais seul dans cette voiture. C'était comme si cette fille venait de disparaître. C'était à ne rien y comprendre. Les mains posées sur le volant, je me suis demandé si c'était la fatigue qui m'avait fait imaginer tout ça, ou si j'avais bien parlé à quelqu'un durant tout ce temps. J'avais l'habitude de travailler de nuit, alors la fatigue me rendre fou? Non, c'était impossible. Par précaution, je suis sorti du véhicule pour me diriger vers le coffre, et quand je l'ai ouvert, aussi surprenant que ça puisse paraître, la valise que j'avais mise à l'intérieur plus tôt s'y trouvait toujours. Rempli de peur, je l'ai sortie du coffre. Dans une hésitation hors du commun et d'une main tremblante, j'ai pris la fermeture entre mes doigts et j'ai commencé à la faire glisser pour ouvrir la valise. J'ai fait un bond en arrière en voyant cette horreur. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Je reconnaissais parfaitement que le cadavre présent dans la valise était celui de la fille qui s'était assise sur le siège arrière. Sans réfléchir, et par automatisme, j'ai immédiatement appelé la police. Et croyez-moi, ils sont arrivés très très vite. Je leur ai expliqué comment j'avais fini ici avec une valise contenant un cadavre. Je savais que le doute sur mon histoire planait, mais c'était la vérité. Et assez étonnamment, là où j'avais arrêté le taxi, c'était bien l'adresse de sa maison. La police a donc commencé une enquête sur le lieu exact où j'avais ouvert le bagage. Alors que tout le monde s'activait à chercher la moindre preuve ou indice, la mère de la jeune fille est sortie en courant de la maison. Elle s'est approchée du cadavre de sa fille et s'est mise à sangloter juste au-dessus du corps. C'est là que j'ai appris que 5 mois plus tôt, sa mère avait reporté la disparition de sa fille. La police a observé que sur la caméra de surveillance, près du centre commercial où je l'ai prise en taxi, tout ce qui était montré était moi en train de ranger une valise dans le coffre et m'installer ensuite sur la place du conducteur du véhicule. Dans mon taxi, j'ai une boîte noire qui enregistre absolument tout ce qui se passe dans la voiture, car ceci peut me servir de preuve si je subis une agression ou autre. Et même en vérifiant méticuleusement celle-ci, la voix de la jeune fille n'avait pas été enregistrée.
Tout ce qu'on entendait, c'était moi, d'accord. en train de parler tout Tu es là-bas seul. depuis longtemps ? Les images de la caméra de sécurité ont aussi montré un homme qui avait déposé la valise là-bas. Mais la résolution des images était tellement basse que personne n'a pu déterminer son identité. Les questions se sont tout de suite entrechoquées dans ma tête. Qui était-il ? Était-ce le meurtrier qui l'avait tué ? Ou peut-être juste quelqu'un d'autre qui était dans le même cas que moi ? En tout cas, une chose est sûre. Même après sa mort, elle voulait vraiment rentrer chez elle. Environ un mois après que cet incident se soit produit, je suis allé manger quelques cookies chez sa mère, qui voulait m'en donner pour me remercier d'avoir retrouvé le corps de sa fille, qu'elle cherchait depuis déjà plusieurs mois. Elle m'expliqua qu'elle était dans une situation de désespoir tellement intense qu'elle pensait mettre fin à ses jours. Elle m'a aussi expliqué que grâce à mon acte héroïque, elle avait retrouvé la force de se battre, et que même si sa fille n'était plus de ce monde, au moins elle avait pu voir le corps de sa fille, et surtout elle a pu lui faire une sépulture digne de ce nom. Quand on y pense, il est vrai que quand un enfant disparaît et qu'on n'est sûr de rien à propos de sa disparition, le fait de savoir s'il est toujours en vie ou non, ça peut tout changer. Ce qui est arrivé à sa fille était terrible, c'était indéniable. Tandis que la mère s'était absentée quelques instants, je me retrouvais seul dans le salon à grignoter les cookies faits maison de celle-ci. Ils étaient vraiment très bons, je me régalais. Mais malgré ce bon moment que je passais, je n'arrivais pas à extirper une question de ma tête. Et plus le temps passait, plus j'y pensais. Ils n'ont toujours pas retrouvé le meurtrier ? Et c'est là que je me suis rappelé du jeu dont elle m'avait parlé. Le fantôme qui frappe au mur. Comme dit précédemment, je ne croyais pas à ce genre de truc, mais j'étais parfaitement conscient que les chances de découvrir qui était le meurtrier étaient proches de zéro. Par dépit, j'ai décidé de moi aussi tenter l'expérience. J'ai pris le temps de vérifier que la mère ne revenait pas, et dans un calme absolu, j'ai commencé à toquer contre le mur. J'ai bien suivi les instructions, et j'ai fait le tour de la pièce en toquant sur chaque mur de celle-ci. Quand soudainement, ça a toqué de façon brute, comme elle me l'avait expliqué. Je me suis arrêté net, ne bougeant plus d'un cil. Au préalable, j'avais préparé comme indiqué par la jeune fille, une feuille de papier avec les mots « oui » et « non » sur chaque côté de la feuille que j'avais posée au sol. J'ai pris une respiration profonde, et j'ai dit « Fantôme qui frappe au mur. Est-ce que l'homme qui apparaît sur les images de la caméra de sécurité est celui qui a tué cette fille ?» J'ai lâché le crayon jusqu'à ce qu'il entre en choc avec le sol. J'ai observé les gestes de celui-ci qui roulait peu à peu dans la direction opposée à la feuille que j'avais préparée. À cet instant, je n'ai pas compris pourquoi le crayon ne me montrait aucune des deux réponses. Et là, le crayon s'est stoppé d'une façon nette et précise. Mon regard s'est écarquillé. Je restais bouche bée, figé. Celui-ci pointait bien quelque chose. Et cette chose, précisément, était la petite boîte de cookies que j'avais mangée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai expliqué, cette histoire est l'une des pires que j'ai pu raconter sur cette chaîne. La trame est tout simplement exaspérante. Je suis restée sous le choc après la fin de cette histoire. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.